Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Regardons ensemble les titres de ce dimanche 25 juillet et à la une, la crainte d'une reprise pour cause de sécheresse après qu'un important incendie ait pu être enfin maîtrisé ce matin dans l'Aude. Après de longues heures de lutte et le déploiement de moyens afin de limiter la propagation des flammes, ce sont 850 hectares qui sont partis en fumée et a entraîné une coupure d'électricité dans les Pyrénées-Orientales et Atlantiques. Le pass sanitaire au cœur de nombreuses revendications en France, mais aussi à l'étranger. Et la nuit dernière, le Sénat a finalement adopté le projet de loi concernant l'extension de celui-ci, ainsi que l'obligation pour les soignants d'être vaccinés. Détail dans un instant. Après des inondations meurtrières en Chine, la semaine dernière, c'est l'est du pays qui est désormais touché, passant par Shanghai, avec de fortes rafales de vent et des pluies diluviennes. Les réseaux de communication aériens et maritimes ont été suspendus et les habitants invités à rester chez eux. Enfin, dans ce journal, dans notre toute nouvelle rubrique En route, nous irons à la découverte de la petite commune de Montreuil-Sénart en Haute-Vienne, un lieu atypique qui regorge d'une histoire authentique, vous le verrez. Près de 900 pompiers à pied d'œuvre et un important dispositif a été déployé pour venir à bout d'un incendie dans l'Aude. 850 hectares ont été dévastés par le brasier après de nombreuses heures de lutte. La crainte des pompiers, une éventuelle reprise à cause de la sécheresse. Cet incendie a également engendré des coupures de courant en France, mais aussi en Espagne et au Portugal. Les causes de cet incendie sont encore inconnues, même si la piste d'un mégot de cigarette reste privilégiée. Les explications de la situation avec ce reportage signé Rodrigue Bedin. Un incendie s'est déclaré ce samedi vers 13h dans la ville de Mouts, dans l'Aude, avant de s'étendre rapidement et de brûler près de 850 hectares de végétation dans la montagne d'Alaric. Il a finalement été fixé ce dimanche. Dans la nuit de dimanche à lundi, 320 pompiers restent toutefois mobilisés. Les soldats du feu sont appuyés par un important dispositif de moyens aériens, parmi lesquels des bombardiers d'eau de type Dash, des Canadair et un hélicoptère. L'incendie aura malgré tout épargné les habitants environnants. Quelques dégâts matériels sont à noter. La toiture d'une maison et une voiture, a notamment précisé la préfecture de l'Aude. Le feu a aussi entraîné des coupures de courant à partir d'environ 16h30 samedi. 88 000 foyers autour de Perpignan et 19 000 foyers autour de Biarritz ont été privés d'électricité. Les réseaux espagnols et portugais ont également été touchés. La panne a duré près d'une heure. Les origines de l'incendie ne sont encore pas tout à fait établies, mais l'hypothèse la plus probable reste un jet de mégots sur le bord de l'autoroute. Des incendies après le yo-yo des températures atteignant parfois des records de baisse, mais aussi des records de pluviométrie, amenant à des inondations qui ont sans doute un lien direct avec le réchauffement climatique. Un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est attendu pour le 9 août prochain. Après une première partie d'été désastreuse, 10 jours après, les inondations ayant fait état de 36 morts et 7 disparus, la Belgique est de nouveau frappée par ce phénomène. Des images, comme vous le voyez, impressionnantes, avec des rues transformées en torrents de boue, avec d'importants dégâts matériels. Des inondations meurtrières également en Chine, dans le centre du pays, ayant causé 58 morts la semaine dernière. Ce dimanche, c'est l'est du pays qui est balayé par un typhon appelé Infa. Le trafic aérien et maritime a été interrompu par les autorités et les commerces sont fermés. L'autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, c'est aussi la situation sanitaire après de nombreuses manifestations partout en France ce samedi, dont Toulouse, Nantes, Lyon ou encore Marseille. Contre le fameux pass sanitaire, 168 cortèges et 161 000 manifestations se sont déroulées, des chiffres en hausse. 2 journalistes de France 2 qui couvraient ces manifestations à Marseille ont été agressés ce samedi. France Télévisions annonce porter plainte. Toute la rédaction de AR1 leur apporte son soutien face à ces actes inacceptables où la liberté de la presse doit être réaffirmée. Des débordements qui ont également été observés à Paris avec des jets de grenades et de barricades. 29 membres des forces de l'ordre ont été blessés, 71 interpellations ont été effectuées. Des manifestations pour les mêmes motifs ont été observées en Italie ou encore en Grèce. Après l'Assemblée nationale la nuit dernière, c'est le Sénat qui est revenu sur ce projet de loi. On fait le point avec Rodrigue Bedin. Le projet de loi consacré à l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants a été adopté par le Sénat ce dimanche 25 juillet à 195 voix pour et 129 voix contre. Les députés et parlementaires se sont réunis ce dimanche pour s'accorder sur le texte de loi en commission mixte paritaire.
Alors au terme de 60 heures de débat, quelles sont les mesures adoptées? D'abord la vaccination obligatoire des soignants, sapeurs-pompiers ou professionnels auprès des personnes âgées, le pass sanitaire début août dans les restaurants, bars, cafés, établissements médicaux et transports pour les longs trajets. La sortie de l'état d'urgence sanitaire devra avoir lieu le 15 novembre 2021, un compromis entre le gouvernement qui proposait le 31 décembre et les sénateurs qui proposaient le 31 octobre. Concernant le pass sanitaire dans les centres commerciaux, un amendement a été voté en commission mixte paritaire pour que les préfets puissent mettre en place le pass sanitaire à l'entrée des grands centres commerciaux, si les conditions l'exigent, en garantissant l'accès aux services essentiels. Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire a été étendu aux lieux de loisirs et de culture dont la capacité d'accueil est d'au moins 50 personnes. Pour les salariés des lieux où le pass sanitaire est requis, ils devront également l'avoir à partir du 15 septembre et risquent la suspension du contrat de travail prolongeable de 2 mois sans rémunération si leur pass est invalide à cette date. Le licenciement des salariés qui ne disposent pas du pass sanitaire serait en revanche abrogé. Pour obtenir un pass sanitaire, 3 preuves sont possibles: un certificat de vaccination complet, 2 doses plus une semaine d'attente, un certificat d'immunité prouvant une contamination dans les 6 derniers mois, ou enfin un test négatif datant de moins de 48 heures. Ces mesures entrent en vigueur alors que la France fait face à la 4e vague depuis quelques semaines. En Corse, une colonie de vacances a tourné au cluster après que 30 enfants et 3 encadrants ont été testés positifs à la Covid-19. Ils ont été placés à l'isolement, tout en précisant que tous les membres de cette colonie de vacances, des enfants âgés de 12 à 15 ans et les encadrants, disposaient d'un pass sanitaire valide à leur arrivée en Corse le 9 juillet dernier. Depuis quelques jours, d'autres départements sont soumis à de nouvelles mesures, dont le port du masque en extérieur, même pour les personnes vaccinées. C'est le cas dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Hérault, mais aussi dans d'autres villes comme à Toulouse. À l'échelle nationale, plus de 15 000 cas positifs sont relevés chaque jour et le taux d'incidence est de 166. La limite pour de nouvelles mesures locales est fixée à 200. Face à cela, le gouvernement et le président de la République continuent d'inciter à la vaccination. Que vaut votre liberté si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner ». Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Pour l'heure, presque 40 millions de Français ont reçu une dose de vaccination et le gouvernement a fixé un nouvel objectif, que 50 millions de Français aient reçu au moins une dose du vaccin à la fin du mois d'août. Et toujours en rapport avec cette crise sanitaire, le président de la République est arrivé ce matin à Papeete en Polynésie et parmi les sujets abordés évidemment le Covid-19. Il a également réaffirmé l'importance de la vaccination. Écoutez. Une arme qu'il faut utiliser, qui est le vaccin. Le vaccin est ici largement disponible. Il y a plusieurs centaines de milliers de doses qui ne sont pas utilisées et qu'il faut continuer à utiliser, mais partout, nous devons nous faire vacciner. Que vaut votre liberté si vous me dites « je ne veux pas me faire vacciner ». Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté, alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Le vaccin est entre nos mains, et donc c'est ça qui compte. Et après, chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le calme, dans le respect de l'autre, sauf à ce que le virus ne cède aux manifestations, mais tel que j'ai compris son fonctionnement depuis le début, je ne crois pas qu'il y ait grande efficacité à manifester contre lui. Après, je constate aussi qu'il y a des gens qui sont dans la mobilisation, si je puis dire, irrationnelle, parfois cynique, manipulatrice. Je ne suis pas pour la post-vérité, parce que je pense que dans nos sociétés, quand on parle de science, il y a encore des choses qui sont vraies et d'autres fausses. Voilà, donc je continuerai ce travail inlassable de conviction, dans le calme, dans le respect de l'autre, et surtout dans l'unité. Et moi, c'est un appel à l'unité que je veux faire. Sera également évoquée la défense de l'environnement durant ces 4 jours de déplacement officiel pour Emmanuel Macron. Et parmi les sujets brûlants, celle des essais nucléaires, la Polynésie réclame à la France des excuses et réparations après des décennies d'essais nucléaires ayant eu des conséquences sur la santé suite aux radiations alors que ce voyage officiel était tant attendu depuis plus d'1 an. En Corse du Sud, une trentaine de personnes ont été testées positives ce vendredi dans une colonie de vacances à Sologne. Les 30 adolescents et les 3 accompagnateurs ont été placés en isolement alors que l'ensemble de ce groupe possédait un pass sanitaire valide à leur arrivée le 9 juillet dernier. Tout autre chose à présent, un mot de sport en ce premier week-end de Jeux Olympiques à Tokyo et des Français en lice. Tout d'abord de l'escrime avec la première médaille d'or française remportée par Robin Canon
En judo, Amandine Bouchard avait auparavant remporté sa deuxième médaille, mais s'est inclinée finalement en finale face à la japonaise Abe. Et en football, la victoire 4-3 de la France face à l'Afrique du Sud. Et pour se changer les idées en cette période estivale, nous vous emmenons ce week-end à la découverte de la commune de Montrolles-Sénart dans la Haute-Vienne, une commune atypique et chargée d'histoire. Reportage caméra en main et chaussée de leurs plus beaux souliers de marche, Bastien Lolire, Nicolas Ducas. Montrolles-Sénart est un village parmi les plus beaux de France. Situé en Haute-Vienne avec son architecture datant du 19e siècle, cette commune fait craquer toute personne y rentrant grâce à son école, son bar, son cordonnier et principalement sa vue. C'est parti pour faire toute une journée à Montrolles-Sénart avec nous. Arrêtons-nous un instant à l'église de ce village. Cet édifice religieux a été construit au XIe siècle sur d'anciennes bâtisses remontant à l'époque mérovingienne. Continuons notre visite dans les rues de Montrolles-Sénart. Ces rues étroites et pleines de couleurs. Deuxième étape de ce road trip, l'école communale du village était utilisée dès 1976. De grands tableaux et cartes sont exposés sur les murs de la salle de classe. Et surtout un défi de répondre à 2 problèmes de CEP de 1923. Montrolles-Sénart se veut aussi un village apprenant, comme dans un enclos pour animaux, avec de nombreux panneaux ou encore un endroit complètement dédié aux différentes plantes présentes sur Montrolles-Sénart. L'église sonne, il est donc midi. Après une courte pause dans un des 3 restaurants du village, nous reprenons nos activités. Direction le four à pain avec la recette longtemps gardée de l'ancien pain. En avançant dans les rues, nous voyons tout type de fleurs, d'habitations, de décors, de sources d'eau. Au détour de l'hôtel de ville, une exposition avec les habitants de l'époque ainsi que du linge et de grands instruments. Suite à la guerre, environ 400 habitants étaient logés sur Montrolles-Sénart. Après une chute conséquente dans les années 1990 via l'exode rural, Montrolles-Sénart vit aujourd'hui à l'aide du tourisme et de ses 300 habitants qui y habitent. Arrivé au niveau du lavoir, ce lieu était utilisé afin de laver son linge grâce aux petits tabourets qui pendent dans l'eau. Et maintenant, c'est parti pour la dernière étape, la visite du cordonnier et de ses réserves de chaussures, de la buvette, d'engins agricoles. Et pour nos dernières minutes sur Montrolles-Sénart, je vous propose la visite du jardin de grand-mère. Le but de ce jardin, c'est de nous montrer un jardin type du 19e siècle. L'église sonne de nouveau, il est maintenant 18h, nous sortons de Montrolles-Sénart. Voilà de magnifiques images de Nicolas Ducas avec Bastien Lolire. En tout cas, on ne peut pas en dire autant du côté de la météo avec un temps maussade prévu pour demain matin avec de l'instabilité. On oscillera entre nuages et éclaircies. De la Bretagne en passant par le Massif central ou près des côtes atlantiques, des averses sont prévues dans les Hauts-de-France et sur une partie de la moitié nord. Et cela se dégradera l'après-midi avec des orages prévus sur une grande partie de la moitié nord-est du pays et qui s'étendra jusqu'aux frontières italiennes. Le temps sera davantage idéal dans le sud près de l'océan Atlantique avec un beau soleil malgré quelques cumulus qui feront leur apparition. Les températures seront comprises, elles, entre 13 degrés à Saint-Flour, 15 à Orléans, 21 à Cassis, jusqu'à 23 degrés à Ajaccio. Des températures douces pour la saison, 22 degrés seulement dans l'après-midi à Brest, 24 à Laval, 27 degrés à Monaco, 31 pour le maximum, ce sera à Toulon. La tendance sera guère mieux avec des averses à caractère orageuse mardi sur les côtes bretonnes, de la Manche et près des frontières de l'Est. Ailleurs, le temps restera largement nuageux avec des éclaircies, toujours de l'instabilité pour mercredi. Le soleil dominera dans le quart sud-est du pays. Des cumulus de pluie seront attendus de la Bretagne aux Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
Un temps presque identique pour jeudi et des températures stables, mais juste pour la saison. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité durant toute cette saison. Samedi prochain, vous avez rendez-vous avec Romain pour le Mac Découverte. Et puis, dans 15 jours, pour l'information, vous retrouverez Théo Dorné qui rejoint l'équipe du journal. Toute la rédaction d'AR1 lui souhaite la bienvenue. Je vous souhaite à tous un très bel été. Portez-vous bien. À très vite.